flamand. Dans un verre d'eau sucrée, je prends pour me remonter. Du silicate, un urique, le magnésium, du pas du sulfure, Voilà. de potassium. Repeat after me. Répétez après moi. Pierre-Olivier Variot, bonjour. Bonjour Flavie. Soyez le bienvenu, vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, que l'on appelle également l'USPO. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Quels sont les principaux médicaments qui sont concernés par cette pénurie qui nous inquiète? Alors, s'il faut que je vous donne tous les médicaments qui sont en rupture, on en a pour, je pense, la matinale, oui. l'après-midi et la soirée. Ouais, on a à peu près 3000 molécules en rupture, hein, donc c'est énorme. Les molécules en rupture depuis début 2022 ont été multipliées par plus de 2. Donc on a de tout. On a des anticancéreux, on a des insulines, on a des antidiabétiques, des antihypertenseurs, des antalgiques. Et puis bien sûr, ce qui est mis en lumière depuis maintenant quelques temps, le paracétamol, surtout dans sa forme pédiatrique, ainsi que l'amoxicilline. Bon, alors attendez, on va juste faire rapidement un point. Pourquoi est-ce que tout ça nous manque aujourd'hui? Alors, les ruptures, elles sont dues à plusieurs choses. Je vous parle des ruptures en général, hein. La première chose, c'est quand il y a une inadéquation entre la production et les besoins. Quand l'industrie produit moins que ce dont nous avons besoin. Ça peut être plusieurs raisons. La première raison, c'est quand l'industrie produit et un lot ne passe pas les contrôles, donc ce lot est retiré. À ce moment-là, on a bien sûr des médicaments qui nous manquent. Ou quand il y a une augmentation des besoins et de la consommation. C'est typiquement le cas en ce moment pour le paracétamol, avec la triple épidémie Covid, grippe et bronchiolite chez le nourrisson, qui font que d'un seul coup, on a une augmentation des demandes. Ça, c'est une inadéquation entre la production et la demande, mais c'est facile, c'est clair. Puis après, il y a des choses qui sont beaucoup plus pernicieuses et beaucoup plus cachées. Ce sont des ruptures parce que en France, on a les médicaments les moins chers d'Europe. Donc, quand un industriel produit 1000 boîtes, et que sur ces 1000 boîtes, il y en a 100 qui sont destinées au marché français, eh bien, il a peut-être meilleur temps de dire, j'en vends que 80, et je vais en vendre 20 en Italie, en Allemagne, là où le médicament est beaucoup plus cher. Et par exemple, si on prend l'amoxicilline en France, une boîte de 12 coûte une boîte de 14 coûte à peu près 3 €, et la boîte de 20 comprimés au Royaume-Uni coûte 13 €. Et donc, vous avez à un moment donné, différents acteurs, donc qui peuvent être les industriels ou qui peuvent être les dépositaires, qui vont préférer vendre à l'étranger ces molécules. C'est ce qu'on appelle l'exportation parallèle. S'il n'y a plus de Doliprane en pharmacie, parce que c'est vrai que ça fait partie vraiment des rayons qui sont vides, il y a encore d'autres marques de paracétamol, je pense à Dafalgan et Firalgan. De ce côté-là, on peut quand même se rabattre sur ces médicaments-là. Alors là, vous avez raison, sur les formes adultes. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les formes adultes, on va pouvoir trouver dans d'autres marques, chez d'autres fabricants, des équivalents ou des génériques que l'on va pouvoir dispenser et pouvoir faire assurer la prise en charge. Par contre, dans les formes pédiatriques, on n'a quasiment que le Doliprane. Il y avait un autre acteur qui était de l'Efferalgan qui fabriquait un sirop pédiatrique, mais qui fabriquait très très peu en quantité et qui n'arrive pas à complémenter les ruptures qu'on peut avoir en Doliprane. Donc les formes pédiatriques sont réellement en rupture. On peut se tourner vers de l'aspirine ou de l'ibuprofène, non? Même pour les enfants? Alors c'est tout à fait possible, mais alors ce sont des molécules qui sont un peu plus sensibles à manipuler, hein. Il y a plus d'allergies, il y a plus d'effets secondaires, mais on peut très bien le faire, oui, tout à fait. D'accord. Tiens, je voudrais qu'on parle des anti-inflammatoires aussi, le Nurofen par exemple. C'est toujours d'ailleurs déconseillé d'en prendre en cas de Covid? Alors ça l'a été au tout début de la crise. Après, on nous a dit non, finalement, c'est peut-être plutôt un bon médicament. Ça pose en tout cas pas de souci. Donc aujourd'hui, on est resté sur le fait que ça ne posait plus de problème. D'accord. Dites-moi, là, ce que vous nous racontiez justement sur cette pénurie, je voudrais qu'on y revienne. Pourquoi 80% de la production, elle vient de Chine ? Pourquoi ? Eh bien, pour la même raison que quand j'expliquais que les médicaments, on avait en France les médicaments les moins chers d'Europe, c'est qu'à un moment donné, le ministère a baissé le prix des médicaments et que pour que l'industriel soit compétitif, il a fallu avoir de la main-d'œuvre un peu moins chère qu'en France. Donc, ça veut dire, au départ, c'était l'Europe, un peu plus, encore un peu plus loin, jusqu'à la Chine, l'Inde, etc. Et puis aussi, en termes d'écologie, parce que ces industriels sont assez polluantes. Il y a des déchets qui sont là, et nous, on demande, et c'est très bien, hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on demande à ce que ces déchets soient détruits proprement. Je pense qu'en Inde ou en Chine, on est un peu moins regardant. Ça, c'est la première chose. Et puis, en termes de production de principes actifs, parce qu'il faut séparer la production du principe actif, donc dans le cadre du paracétamol, c'est le paracétamol en lui-même, et puis le cadre du fait que l'on fabrique le comprimé. Donc on peut très bien fabriquer le comprimé en France, mais faire venir le principe actif de Chine. Ce sont deux choses différentes. D'accord, je comprends. La production française, il y en a quand même
un petit peu. Alors, en paracétamol, elle va recommencer. Alors Mais justement, il y en a- elle va augmenter, j'imagine, pour essayer de pallier à cette pénurie. Mais elle ne peut qu'augmenter, il n'y en avait plus. Donc oui, Ouais, ça d'accord. ne peut qu'augmenter. Mais effectivement, le candidat Macron, quand il était candidat à l'élection, a dit je veux réindustrialiser la France, y compris dans la production de médicaments. Ouais. Maintenant, faut que ça commence. Mais sauf que ça ne se fait pas en claquant des doigts. On ne monte pas une usine en 3 jours et on ne produit pas en 3 jours de plus, si vous voulez. Vous parliez tout à l'heure de l'amoxicilline, alors autant se préparer quand même. On peut le remplacer, parce que c'est un antibiotique. On fait Alors, comment? on peut le remplacer avec d'autres antibiotiques, éventuellement. On prend le temps d'appeler le médecin, de voir avec lui. Et puis, l'ANSM a autorisé que les façonniers, des pharmaciens, puissent fabriquer des gélules d'amoxicilline à dosage pédiatrique et que l'on va pouvoir dispenser si on n'a pas la possibilité de dispenser du sirop. Et là, c'est tout simplement le réseau pharmacien qui vient au secours de l'industriel. D'accord. Pierre-Olivier, merci de nous expliquer ce matin ce phénomène qui nous inquiète. On va à la pharmacie et on s'interroge de voir parfois certains rayons vides. On s'intéresse aussi au pouvoir d'achat des Français chaque semaine dans Nous Voilà Bien. Il y a certains rayons des supermarchés qui sont vides et certains rayons des pharmacies. Et ça fait très peur en fait, surtout quand on est parent, parce que vous nous expliquiez il y a un instant qu'il y a une pénurie aussi de médicaments pédiatriques. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types de médicaments dits à intérêt thérapeutique majeur qui risquent de bientôt manquer? Les anti-infectieux, les anticancéreux, les médicaments du système nerveux et ceux du système cardiovasculaire. Oui, tout à fait. Donc, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ce qu'on appelle les MITM dans notre jargon, il y a quelques molécules, enfin, il y en a quand même beaucoup, je crois qu'on a 4000, je crois, qui ont été définies par l'ANSM. Et l'ANSM demande à ce que les industriels aient un stock minimum, qui soit un stock ou placé en France ou en Europe proche et mobilisable très vite. Et si ces industriels n'ont pas ce stock, ils sont susceptibles d'avoir une amende. Ah oui, d'accord, mais disons, c'est inquiétant quand même ça, puisque ça peut durer encore plusieurs semaines. Tout à fait, mais je pense que c'est bien que l'ANSM soit emparée du sujet et sécurise ce stock pour qu'on n'ait pas de soucis, si vous voulez, parce qu'on a des médicaments très importants. Quand vous avez un patient atteint d'un cancer à qui vous dites « Eh bien, j'ai pas forcément votre traitement pour le mois prochain », comprenez qu'on va tout faire pour qu'il l'ait. La plupart du temps, on arrive à l'avoir, mais au prix d'efforts énormes. Et pour le patient, c'est quand même une perte de chance et en tout cas un stress qu'il ne devrait pas avoir, pas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, là, pour le coup, Pierre-Olivier Variot? Parce que au temps du Covid, tout le monde se ruait sur des rouleaux de PQ. Et on essayait de calmer le jeu. Mais enfin, là, ça semble, je ne sais pas, tellement humain de se précipiter chez son pharmacien pour récupérer des médicaments qui sont encore en stock. Non, je pense que si vous voulez, depuis le début de cette crise, on arrive à les avoir. On les a au compte-gouttes, on se bagarre. Donc, nous, on fait quoi en tant que patient? Mais vous venez quand vous avez besoin et on vous dispense ce dont vous avez besoin, pas plus, pas moins, et on aide. Ok. En espérant qu'il y ait tout. Eh ben, on vous laisse gérer et on compte sur vous. Merci beaucoup, Pierre-Olivier Variot. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et vous nous avez bien éclairé ce matin. Merci à vous. Merci beaucoup, Flavie.